Bonjour, bienvenue dans cet audio. Je m'appelle Emmanuel Winter, je fais de l'hypnose, hypnose thérapeutique sur Macon, et cet audio, ça fait partie d'un podcast que j'ai commencé il y a quelques temps, que j'essaie de faire de manière un peu régulière, même si j'ai un peu de mal à prendre le temps. Alors ça peut durer plusieurs dizaines de minutes, ces épisodes, hein. Quand je suis lancé, j'ai un peu de mal à m'arrêter. Mais en même temps, ce dont je vous parle, ce sont des sujets importants qui vous concernent, et je pense que c'est important aujourd'hui de savoir prendre le temps, justement, de s'intéresser à ce qu'on vit en général. Moi, de par mon activité, je suis en contact avec des personnes qui sont en souffrance, qui sont isolées dans leur situation, et même des personnes qui sont très bien entourées, avec une famille, des amis, une vie sociale, un travail. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein, d'ailleurs, mais même des gens qui sont très bien entourés vont avoir cette sensation d'isolement, de solitude. C'est quelque chose qui s'est généralisé depuis quelques années, qui s'est accéléré. Bon, on a en tête les confinements d'il y a quelques années, on s'en rappelle, mais c'était déjà là, cet isolement des personnes, cette dispersion comme ça des individus les uns par rapport aux autres. Et c'est facile de constater aujourd'hui que si vous voulez faire des rencontres amicales, amoureuses ou autres, vous êtes plus ou moins obligé de passer par une application, de vous abonner, et en gros de payer, quoi. La société en général va assez mal en ce moment. Bon, vous voyez ce qui se passe avec tous ces mouvements de foule, donc moi j'ai pas d'opinion politique ou quoi par rapport à ce qu'il faut faire dans ce pays pour que ça fonctionne, mais je m'intéresse à ce que les gens essaient de dire, d'exprimer à travers leurs actions. Et moi ce que j'entends dans toutes ces réactions des foules, des personnes, quoi. C'est de la colère, c'est de la frustration, c'est le vécu d'une injustice. Et ces gens-là, on leur dit, en gros, à longueur de journée, dans les médias, dans la propagande, on leur dit qu'ils sont irrationnels, qu'ils ne savent pas se tenir, qu'ils font pas ce qu'il faut, qu'ils n'ont pas compris, en fait, les enjeux, la réalité, et qu'il faut s'en remettre à des autorités qui comprennent et qui savent. En gros, les gens sont irrationnels, ils sont idiots, et ils sont émotionnels, et en gros, on reproche aux humains d'être des êtres humains. Les êtres humains sont dirigés par leurs émotions, avec la conviction d'être parfaitement logiques et rationnels. C'est assez étrange, mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Je vous parle de ça parce que c'est assez représentatif. Ce qu'on peut constater à grande échelle, à une échelle un peu macro au niveau de la société tout entière, cette colère, cette frustration, cette injustice, toute cette souffrance, en fait, on le constate aussi à une échelle individuelle, notamment dans le monde du travail. La souffrance au travail, c'est quelque chose qui augmente de manière exponentielle année après année, et même la consommation de drogue et d'alcool au travail est en augmentation permanente, ce qui est grave, quoi. Et donc vous avez comme ça beaucoup de personnes qui souffrent, en fait, qui sont envahies par des émotions souvent considérées comme illégitimes, c'est-à-dire que on a un ensemble d'injonctions sociales, principalement, qui met dans la tête des gens, qui arrive à les convaincre que c'est eux le problème, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vivre dans une certaine anxiété, une certaine souffrance émotionnelle, et en même temps vous culpabilisez, vous dévalorisez par rapport à ça, estimez que vous n'êtes pas assez fort, assez forte, pas assez ceci, trop comme ça, pas assez comme ceci, etc. Il suffit de voir les rayons développement personnel dans les librairies pour voir qu'il y a vraiment vraiment, à ce niveau-là, c'est de la propagande, c'est du bourrage de crâne, tous ces titres, j'arrête de réfléchir, j'arrête de penser, j'arrête de crier, j'arrête de me plaindre, je gère mes émotions, je maîtrise, je médite, je fais des respirations, je reste tranquille, je ne me plains pas, je ne dis rien, je n'exprime rien. En gros, je ne vis pas, je n'ai pas d'émotions, je suis
je suis un zombie, quoi. En gros, c'est ça qu'on cherche à faire. On est dans une société de la performance, une société du spectacle, de la représentation. Et d'un côté, on nous met dans la tête, en fait, alors c'est pas un complot, c'est pas une décision consciente de quelques personnes, ce sont des choses qui se mettent en place de manière très progressive, très complexe, très naturelle en apparence. Mais on nous dit, en gros, qu'il faut être productif, et qu'en même temps, et alors que vous soyez un homme ou une femme, les injonctions sont pas si différentes que ça. Pour certaines, elles sont certainement plus pesantes pour certaines catégories de la population, mais en gros, il faut être performant, il faut être productif, il faut avoir une vie trépidante, il faut avoir des amis, il faut avoir du succès, il faut voyager, il faut afficher sa vie sur les réseaux sociaux, il faut performer, il faut se représenter, il faut avoir un corps d'Apollon, il faut être performant en gros dans tous les domaines de la vie, tout en étant zen, tout en étant positif, tout en étant en fait dans un contrôle permanent de tout de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, et avec toujours ce schéma que quoi qu'il se passe, c'est toujours vous le problème en fait, c'est toujours à vous de changer, c'est toujours à vous de vous adapter, c'est toujours à vous de faire des efforts, sans jamais chercher d'une quelconque manière à agir sur votre environnement, à agir sur ce qui se passe autour de vous. Ce qui est extrêmement problématique, parce que déjà c'est pas vrai, et puis c'est pas possible non plus de tout gérer, notamment quand on parle d'émotions, et quand on parle d'hypnose, implicitement on parle d'émotions, c'est-à-dire que si vous vous posez la question, j'aurais peut-être dû commencer par ça, si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est l'hypnose thérapeutique, que fait un hypnotiseur, à quoi ça sert, quel genre de problème ça cherche à résoudre. Globalement, vraiment dans les grandes lignes, on parle de problèmes émotionnels, on cherche à apaiser des problèmes émotionnels, des émotions, pour des personnes qui sont envahies, qui sont débordées, qui sont en souffrance par rapport à des émotions, sachant, je parle d'émotions, mais c'est peut-être un terme qui est pas... qui est à la fois précis et en même temps vague, parce que quand on parle d'émotion, aujourd'hui, on peut avoir la représentation, par exemple, des personnages du film Vice Versa, où les émotions sont très bien identifiées, elles sont catégorisées. Chaque personnage va représenter une émotion un peu brute, un peu pure. Vous avez joie, tristesse, colère, et puis je sais plus, peur peut-être. Voilà. Mais les émotions, la plupart du temps, c'est quand même des choses qui se mélangent. Une émotion, c'est vivant, en fait. Une émotion, ça évolue, ça naît, ça meurt aussi, ça a une durée de vie limitée, et c'est jamais aussi précis que ça. Vous pouvez avoir des émotions mélangées, vous pouvez avoir des émotions contradictoires. Et tout ça, c'est très compliqué. Et vous avez des émotions qui vous paralysent, d'accord, ou qui sont pas forcément des émotions pures, mais par exemple, je pense à certaines formes d'anxiété qui peuvent avoir un effet paralysant. Donc, ça vous rend moins productif, ça vous rend moins positif, ça vous rend moins performant, et c'est culpabilisant, c'est dévalorisant, et ça déclenche d'autres émotions qui vont accélérer cet effet un peu de paralysie, d'incapacité à agir, d'incapacité à faire face, voire d'incapacité à remplir ses responsabilités et ses obligations. Et vous avez d'autres émotions, ou les mêmes émotions suivant les gens, qui au contraire vont vous pousser à agir, notamment la colère qui peut pousser à agir, qui est peut-être faite pour ça au départ, hein. Il y a aussi quand même des notions d'instinct de survie qui sont importantes là-dedans, et c'est quelque chose qu'on considère assez généralement dans le monde de l'hypnose, de considérer les choses d'une manière plutôt positive, en termes d'intention positive, c'est-à-dire qu'une personne qui vit des émotions, ça peut être une réaction normale, quoi. C'est-à-dire si on parle par exemple de souffrance au travail, l'anxiété que ressentent les personnes aujourd'hui par rapport au monde du travail, on peut aussi considérer que c'est une réaction saine par rapport à un environnement toxique. Mais si vous vous mettez dans la tête que c'est de votre faute et que vos émotions sont illégitimes, comment on fait pour s'en sortir dans ces conditions? C'est pour ça que, ce que je dis, c'est important,
parce que de près ou de loin, ça vous concerne, ça concerne à peu près tout le monde aujourd'hui. C'est peut-être des questions qu'on se posait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, parce que les choses ne fonctionnaient pas de la même façon. Ça a énormément changé avec l'apparition d'Internet. Donc moi, je suis pas anti-Internet, bien au contraire. Hein, les réseaux sociaux, ce genre de choses, ça a été extrêmement important pour moi pendant assez longtemps, avant que je me décide quand même à décrocher un peu par rapport à ça. Mais globalement, on est dans un mode de vie où on n'a jamais le temps de respirer, en fait. Où on va toujours avoir le réflexe de chercher à mettre les choses sur le tapis, à contrôler, à maîtriser les choses. On est bombardé en permanence, on est dans une société, je vous l'ai dit, du spectacle, de la représentation, donc on se représente, on se met en scène, et nous sommes toutes et tous un peu entrepreneurs de soi-même, dans le sens où on passe énormément de temps à se vendre auprès des autres, entre guillemets. Et en même temps, on est constamment sollicité, notre attention est attirée par énormément de choses. Aujourd'hui, vous avez très peu de personnes qui continuent à aller au cinéma pour regarder un film de 2 heures, mais vous avez beaucoup de personnes qui pourraient passer un certain nombre d'heures à regarder une série, par exemple, une série comme Game of Thrones. Le Trône de Fer, je crois que c'est la durée totale de la série de toutes les saisons, ça doit représenter à peu près 73 heures. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous avez regardé tout Game of Thrones, si vous avez regardé The Shield, si vous avez regardé Orange is the New Black, si vous avez regardé Desperate Housewives, vous avez passé des centaines d'heures devant la télé, devant quelque chose en plus qui diffuse des représentations sociales extrêmement problématiques, mais en plus qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche d'agir, qui vous maintiennent collés à un écran, à regarder une histoire qui ne se termine jamais, parce que tout est fait pour que ça ne se termine pas. Chaque épisode va se terminer par un temps un cliffhanger, vous savez, qui vous tient en haleine, qui vous rend curieux, qui vous donne envie de regarder l'épisode suivant, etc., etc. Et vous avez comme ça une habitude qui se met en place chez la plupart des gens aujourd'hui, et c'est extrêmement problématique, d'à la fois de passer des heures devant des séries qui n'aboutissent jamais, en fait, qui n'ont pas de fin, qui tournent en boucle. Et en même temps, vous pouvez être sur votre téléphone à scroller, à regarder des trucs, des contenus qui sont de plus en plus courts, qui sont de plus en plus addictifs et de plus en plus outranciers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une chaîne sur TikTok, pour avoir des vues, pour attirer l'attention, vous devez, vous voyez, vous devez faire des pièges à clics, c'est-à-dire plus vous dites des dingueries et plus vous avez des chances que les gens vous écoutent. Et donc, on est comme ça dans un schéma permanent d'action, de ne pas réfléchir, et on arrive dans une période de l'année où on va commencer à parler de déprime saisonnière. Bon, je sais que tous les ans c'est un peu comme ça. Vers le mois d'octobre, alors on ne sait pas trop si ça vient du temps qu'il fait, si ça fait quelques semaines que les gens sont revenus un peu dans la routine boulot, dodo, et commencent à accuser le coup au niveau de la fatigue nerveuse. Le temps qu'il fait est extrêmement important, on est toutes et tous extrêmement sensibles au temps qu'il fait, il faut voir le temps qu'on passe à en parler d'ailleurs. Et c'est assez facile de constater qu'aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, même si vous vous réveillez un peu fatigué, un peu endormi, globalement vous vous sentez mieux que 2 jours avant, quand il y avait un brouillard tel que vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Alors ce qui peut être important pour lutter contre ça, justement, c'est la luminosité. La luminosité est extrêmement importante pour le mental, l'ensoleillement. Alors les variations de température sont assez épuisantes pour l'organisme aussi. Bon, il y a un ensemble de choses à mettre en place pour arriver à stabiliser un peu ses émotions, son système nerveux, et c'est bête comme chou. Après, encore faut-il avoir la possibilité de le faire, encore faut-il avoir l'énergie pour le mettre en place, et je sais que c'est loin d'être facile pour beaucoup de gens, mais c'est de passer du temps dehors, et idéalement de passer du temps dans la nature. C'est-à-dire qu'on va arriver dans la période où il va faire de plus en plus froid,
où on va avoir de moins en moins de luminosité, le temps va être humide, gris, etc., ce qui a un effet déprimant. Même si vous vous sentez bien à la base, ça a quand même un effet déprimant. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à passer des semaines, des mois, de passer tout son temps en intérieur, avec du chauffage, avec de la lumière électrique, qui donne l'impression d'un temps uniforme et qui nous déconnecte complètement de notre réalité humaine, qui est une réalité organique. Nous sommes des animaux intelligents, sensibles, évolués, sociaux, mais on a quand même un corps, et ça, c'est important aussi de ne pas l'oublier. Donc de passer du temps dehors, de passer du temps chaque jour en extérieur, même s'il pleut, même s'il fait froid, de passer 10 minutes, un quart d'heure à prendre de la lumière naturelle et de l'air frais, ça fait vraiment une différence sur l'organisme. Bon, je pourrais vous donner plein de conseils comme ça sert pas forcément à quelque chose, parce que les meilleurs conseils du monde ne valent rien quand on n'arrive pas à les appliquer. Et ça c'est aussi un facteur de culpabilité pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que, surtout, quand on fait des recherches, par exemple sur le thème de l'hypnose, du bien-être, c'est peut-être comme ça que vous êtes arrivé sur cet audio, on va trouver une abondance en fait de conseils, de choses à faire, à mettre en place, qui paraissent logiques, qui paraissent bien, et pourtant beaucoup de gens, moi c'est ce que les gens me disent, j'ai essayé de me mettre à la méditation, j'ai essayé de me mettre au yoga, mais en fait j'ai abandonné au bout de 15 jours, j'y arrive pas, donc je suis déçu, donc je me sens mal par rapport à ça, parce que en fait, et c'est certainement paradoxal ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous étonner, mais ce dont vous avez besoin, c'est pas forcément de mettre des choses en place. Ce dont vous avez besoin, peut-être, je connais pas votre situation, donc je dis des généralités, mais si vous vous reconnaissez dans ce que je raconte, peut-être que ce dont vous avez besoin, au contraire, c'est d'inaction. De passivité en fait, c'est-à-dire d'apprendre à ne rien faire, c'est-à-dire à faire rien. C'est-à-dire que quand vous regardez Desperate Housewives ou quand vous regardez les trucs sur TikTok, vous n'êtes pas en train de rien faire. Vous êtes en train de faire quelque chose dans le sens où votre attention, elle est absorbée par quelque chose. Et vous avez tout un ensemble de processus qui sont très bien connus quand on fait de l'hypnose, puisqu'il s'agit des processus attentionnels, il s'agit de la gestion de l'orientation, de l'attention, d'accord ? Et quand vous passez des heures à fixer un écran, ça va pas vous hypnotiser si vous voulez, mais ça va mobiliser votre attention, ça va épuiser vos capacités d'attention, et ça va vous empêcher, et je pense que c'est précisément l'objectif de ces activités-là, en fait, qui vont avoir pour effet justement de vous empêcher de ruminer, qui vont avoir pour effet de vous distraire, de vous sortir de vous-même, de vous empêcher de réfléchir, de vous empêcher de ressentir, de ruminer, etc. Mais la rumination est extrêmement importante. Alors je sais que c'est moi quand je dis ça, il y a beaucoup de gens ça les crispe quoi. Mais moi je défends l'idée que pour se sentir mieux dans la vie, on doit réapprendre à ruminer, justement. C'est-à-dire à passer du temps en ne faisant rien de particulier. Alors vous pouvez, il s'agit pas de rester comme ça au milieu de votre salon en regardant le mur et en attendant que ça passe, parce que ça va être assez désagréable et ennuyeux pour vous, mais ça peut être en faisant une balade, par exemple en passant 10 minutes dehors, en marchant dans la rue, par exemple, sans téléphone, sans écouteurs, sans rien, vous voyez. Et il y a beaucoup de gens, c'est déjà une idée qui peut les paniquer, quoi. Le fait de sortir de chez soi sans téléphone, ça fait combien de temps que vous êtes sorti de chez vous sans emmener votre téléphone avec vous? Ça fait combien de temps que vous avez passé une journée entière sans ouvrir TikTok ou un réseau social? Si vous arrivez à faire ça, ça va déjà aller dans le sens de votre bien-être. Et c'est paradoxal, je sais que beaucoup de gens me le disent pendant les séances d'hypnose. Ah ouais, mais moi... si je déconnecte, vraiment, je commence à ruminer et voilà, quoi. Et là, c'est là, généralement, que je pose la question, et qu'est-ce qui se passe quand vous ruminez?
bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, généralement, il y a des émotions qui viennent, il y a des pensées, on commence à voir des choses qu'on n'a pas envie de voir, on fait le point un peu sur sa vie, toutes ces choses, mais finalement des choses souvent qui sont génératrices de souffrance, mais pas assez graves, pas assez importantes, pas assez urgentes pour qu'on s'en occupe, bah elles nous apparaissent et on se sent pas très bien, quoi. Mais il y a il y a une accoutumance à ça qui peut se développer, c'est-à-dire il y a une tolérance comme ça à la rumination qui peut se développer avec la pratique, ce qui est une non-pratique en fait, ce qui fait que la déconnexion, réapprendre à mettre son attention sur des choses différentes, vraiment ça peut renverser complètement la situation, même à court terme en fait. C'est-à-dire que si vous prenez tout le temps que vous passez, alors je veux pas reprocher aux gens de regarder la télé ou d'aller sur internet parce que je le fais aussi, ça n'aurait pas de sens. Mais si vous passez par exemple, faites le calcul, si vous calculez que vous passez environ sur une journée normale, vous passez en moyenne 2 heures sur internet et 3 heures devant la télé. Alors parfois c'est les deux en même temps. Bon bah si déjà vous arrivez à passer un quart de ce temps en moins et à réserver ce temps à autre chose, ça va vraiment faire une différence sur votre équilibre nerveux et sur votre vécu émotionnel. C'est pas évident, je sais que ça sonne un peu comme un conseil un peu dépassé, mais je pense que c'est important d'avoir ces choses-là quand on est désorienté, quand on est envahi par les émotions, par l'anxiété, qu'on ne sait pas comment gérer les choses, bah, une chose à faire, c'est déjà d'apprendre à ne rien faire, justement, et de s'habituer au vécu de ces émotions sans chercher à se distraire, sans chercher à se divertir, mais en gros à s'y confronter de manière brute et directe, en se rappelant que les émotions ont une durée de vie limitée. À partir du moment où elles commencent à être exprimées, elles commencent à être vécues et pleinement ressenties, les émotions ont une durée de vie limitée. Alors ça peut être limité, parfois ça peut durer très longtemps, ça je vous dirais pas le contraire. Ce que je vous dis, c'est pas une formule magique, c'est une démarche, c'est une logique qui peut se mettre en place de manière progressive dans le respect de vos capacités. Moi, je crois pas au changement radical immédiat, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui me dirait, ça y est, j'ai coupé mon abonnement Internet, j'ai vendu ma télé, j'arrête tout, je me déconnecte, je pars vivre en Auvergne pour faire de la permaculture. Voilà, comme ça, du jour au lendemain, sans qu'on l'ait vu venir, c'est pas forcément optimal, en fait, pour le bien-être, hein. On a quand même, on a un besoin de stabilité. On a un besoin que les choses soient prévisibles et que les choses ne changent pas trop vite. Ça aussi, ça peut être difficile à admettre, mais nous sommes des êtres d'habitude, nous sommes des êtres de routine, et même des gens qui prétendraient ne pas aimer la routine et être tout le temps dans une sorte de changement permanent, en général, ont quand même des routines assez rigides, quoi. Et ça, c'est un besoin qui reste constant avec l'âge. Donc mettre des choses en place, apprendre à déconnecter, réapprendre à ruminer, justement, réapprendre à s'ennuyer. L'ennui, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. L'ennui, c'est ce qui permet aussi d'absorber des informations. C'est aussi un processus d'apprentissage inconscient. C'est souvent à travers des phases d'ennui profond qu'on arrive à accepter des choses, qu'on arrive à prendre des décisions, à mettre en place des changements sans que ça demande trop d'efforts, mais ça va passer par ces espèces de phases où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, où c'est pas stimulant, c'est pas agréable, mais c'est là, à partir du moment où votre attention n'est plus absorbée par l'extérieur, en l'occurrence par les écrans, mais ça peut être par autre chose, à partir du moment où votre attention n'est plus absorbée par l'extérieur, que vous commencez à rediriger votre attention vers l'intérieur, ou à simplement laisser flotter votre attention, vos pensées
dériver sans avoir de support particulier, ça va vraiment libérer de l'espace dans le disque dur, entre guillemets. Pour prendre une image assez basique, pas forcément exacte, mais qui parle assez bien aux gens en général, quand vous êtes anxieux, quand vous êtes anxieuse, ça peut ressembler un peu à un vieil ordinateur, vous savez, qui a plein de fenêtres qui s'ouvrent, qui met un quart d'heure à démarrer, ou vous cliquez sur une icône pour, par exemple, ouvrir le navigateur, ça met 10 minutes, enfin, ça rame pas possible, vous avez le sablier en permanence, et en fait, il y a trop de tâches qui tournent en arrière-plan. Et du coup, il y a plus rien qui fonctionne. Et pour que ça marche, on doit fermer les fenêtres les unes après les autres, voire redémarrer, voire faire un nettoyage de disque. Défragmentation, si vous vous rappelez de ce truc-là, pour les plus anciens d'entre vous. Mais globalement, ça passe par des temps de maintenance, en fait. Et l'ennui, la rumination, l'inaction, la contemplation sont des systèmes de maintenance, en fait, au niveau émotionnel, au niveau nerveux. Ensuite, ce qui peut être vraiment bénéfique pour les gens qui souffrent du stress, de l'anxiété, de la déprime, enfin de toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'agir ou nous empêcher de faire face, et qui sont normales, qui sont fréquentes, qui sont banales et ordinaires, en fait, hein, même si vous avez l'impression d'être seul à vivre ça, que c'est la première fois dans l'humanité que quelqu'un vit ça, bah, sachez que vous n'êtes pas seul. Et ce qui peut être intéressant, alors au-delà de passer du temps en extérieur, avoir de la lumière naturelle, de l'air frais, qui fait vraiment une différence. Activité physique adaptée à vos possibilités, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un hobby, c'est d'avoir un loisir, c'est d'avoir pas forcément une passion, si vous voulez, parce que il y a pas tellement de gens comme ça qui ont une passion, et ça peut être quelque chose de très simple, comme, je sais pas, commencer une collection de timbres, enfin, je sais pas s'il y a encore des gens qui font ça peut être se passionner pour les jeux de société, ça peut être la pratique d'un sport, d'une activité créative ou artistique. Il y a plein de choses à faire, mais quelque chose qui va comme ça remplir votre esprit, qui va mobiliser votre attention sur autre chose, en fait, qui va vous rapprocher d'un état qu'on appelle le flow. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, c'est un terme qui est déjà un peu ancien, et en fait qui correspond à cet état où on s'oublie soi-même, où on est à 100% dans ce qu'on fait, on est à 100% dans une activité. Ça peut être, par exemple, je sais pas, si vous faites un puzzle, vous avez un objectif, je veux faire un puzzle de 5000 pièces, de 2 mètres sur 3, voilà. Vous pouvez avoir des phases comme ça où vous êtes tellement plongé dans cette activité, votre attention est tellement absorbée dans l'activité que vous perdez la notion du temps, vous oubliez tout, vous oubliez vous-même, vous ne pensez à rien, vous ne sentez rien, vous êtes dans le flow, quoi. Et ça peut être, je sais pas, le fait de jouer un instrument de musique, de chanter, de faire des choses, mais globalement, on n'est jamais dans un état de flow quand on regarde une vidéo sur TikTok, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence. Et ce qui fait que vous avez comme ça un loisir, un hobby, un centre d'intérêt plutôt. Ça peut être, je sais pas, le jardinage. Moi, j'habite en appartement, mais j'ai mon petit jardin, ma petite jungle urbaine qui m'occupe un peu. Et en fait, comme ça, c'est des choses où vous en avez besoin au bout d'un moment, et vous allez passer du temps à y réfléchir, à y penser, à vous trouver des nouveaux objectifs, vous allez avoir des nouveaux problèmes à résoudre. Donc, par exemple, si je parle de mes plantes d'intérieur, on arrive dans la période où il va commencer à faire froid, mais les plantes ont quand même besoin d'eau, mais la terre va sécher moins vite, donc il va y avoir des pucerons. Donc, comment je gère l'humidité de la terre pour que les plantes restent vivantes, sachant qu'il y a moins de lumière, donc elles vont moins absorber d'eau, la terre va sécher moins vite, mais il faudrait pas non plus que ça sèche, sinon les plantes vont être stressées par la sécheresse. Mais je veux pas avoir des pucerons chez moi. Vous voyez, c'est un petit casse-tête qui est pas si important que ça, mais dans des moments un peu vides, des moments un peu de flottement, je vais penser à ça plutôt que d'être tenté d'aller vers
vers des activités ou des réflexions moins intéressantes, moins agréables en fait. C'est-à-dire que toutes ces petites choses un peu à soi, avoir son jardin secret, ça c'est quelque chose de très important. Et je sais par expérience, par ce que les gens me disent, parce que bon, moi ce que je vous dis, c'est pas des choses forcément que je vais dire en séance. Je vais passer beaucoup plus de temps à écouter qu'à donner des conseils. Hein. C'est pas les gens sont matures, sont autonomes et savent ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils peuvent faire. Mais justement, en dehors, comme ça, des séances, je peux me permettre un peu de dire des choses comme ça, de donner mon avis un peu sur les choses. Les choses les plus ordinaires sont généralement les choses les plus satisfaisantes. C'est-à-dire que les choses qui rendent heureux, en fait, les choses qui favorisent le bien-être, souvent c'est lié à des activités, quand même. Mais ce qui rend heureux, ce qui fait qu'on se sent bien, c'est pas des choses, par exemple, que vous choisiriez si vous gagnez au loto, quoi. D'accord ? Si vous gagnez, je sais pas, 18 millions d'euros au loto ou je sais pas quel jeu, bah vous allez peut-être dire bon bah je m'achète une voiture, je m'achète une maison, je redécore ma maison, je pars en voyage, je sais pas en Corée du Nord ou n'importe où, je vais faire des trucs, j'organise une grande fête, enfin vous voyez des trucs un peu classe et un peu fun et tout, mais globalement ça va pas vous satisfaire pleinement quoi. Ce sera jamais aussi satisfaisant que d'arriver à terminer un puzzle de 5000 pièces ou avoir des plantes en bonne santé dans un appartement en ville. Voilà l'idée. Bon, je sais pas si c'est très convaincant cette dernière phrase. Pour conclure, je voulais vous dire que quelle que soit votre situation, si vous sentez que les émotions ça prend beaucoup de place, que vous avez un peu du mal à vous lever le matin, que vous avez du mal que tout est difficile en fait, que tout demande un effort, mais qu'en même temps votre situation elle est pas assez préoccupante pour vous en occuper, parce que ça, je vais y revenir. Bon sachez qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, que c'est normal, que vous êtes certainement une personne forte, autonome, indépendante. Mais il y a une limite à ce qu'on peut gérer par soi-même en fait. Il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul et d'avoir une aide extérieure, ça peut vraiment considérablement changer les choses dans le bon sens. Et ce que je disais juste avant, voilà des souffrances en fait qui semblent pas assez importantes pour qu'on s'en occupe. Ça c'est quelque chose et bon, je sais que je vais le dire, mais que c'est pas forcément ça va pas forcément changer quelque chose parce que ça aussi ça fait partie des schémas, des processus humains. C'est que généralement on a tendance à atteindre un certain seuil de douleur, de souffrance, de pénibilité pour pouvoir agir. C'est-à-dire que quand vous avez une anxiété un peu vague, vous vous sentez pas très bien, mais en même temps pas si mal que ça vous empêche pas de vous lever le matin, vous pouvez avoir même quelques petites addictions, mais qui vont rester plus ou moins sous contrôle, et qu'en fait, voilà, c'est pas génial, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus grave, donc on ne fait rien, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça continue, c'est une pente glissante, progressive, et il y a un moment, ça devient insupportable. Voilà, vous pouvez vivre dans une situation de vague souffrance, de vague pénibilité pendant des années, voire des dizaines d'années, avant de dépasser ce seuil de tolérance à la souffrance en fait. Bon, je sais, malheureusement, ça marche comme ça. Il faudrait pas attendre que ça s'installe, mais bon, ça fonctionne aussi comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, il y a des gens qui peuvent vous aider. Moi, je peux vous aider. L'hypnose, ça peut vous aider. Il y a aussi d'autres méthodes. Il y a d'autres personnes, bien entendu. Voilà. En tout cas, si ce que je propose, ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. On peut en parler, on peut en discuter, hein. Je suis là aussi pour ça. Et puis, si vous voulez vraiment expérimenter l'hypnose, vous verrez que c'est une pratique naturelle, bienveillante, respectueuse, qui permet vraiment un apaisement profond des émotions et du système nerveux. Merci de votre attention.